Et voilà, il est 11h30. Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire sur notre stratégie d'investissement, nos convictions pour le troisième trimestre. Pour faire le point aujourd'hui sur ce sujet, nous sommes accompagnés de Daniel Varela, notre Chief Investment Officer. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour Ali. Et une fois de plus, on va faire le point sur cette actualité assez chargée au niveau investissement, à niveau des marchés également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours un petit rappel sur notre métier chez Piguet Galland. Notre métier, c'est vos projets de vie, c'est soutenir vos projets de vie. On est la banque privée créatrice de sérénité, comme on aime le rappeler. On a les solutions patrimoniales globales, avec d'abord une compréhension de vos projets, et ensuite nous mettons en place des solutions de financement pour répondre à vos projets, et également des solutions d'investissement. C'est ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui. On en parle, nous, mais vous pouvez aussi poser vos questions. On tâchera d'y répondre dans la mesure du temps possible à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez anonymement poser vos questions. Elles s'afficheront ici sur mon écran. Daniel, on a commencé ces webinaires depuis maintenant quelques années à chaque fois en parlant des banques centrales. Parce que finalement, c'est elles qui donnent le tempo depuis un certain temps maintenant. J'ai presque envie de dire depuis la crise de 2008. On parle énormément d'elles. Donc, il y a une intervention finalement qui agit énormément sur les marchés. Et on a parlé beaucoup de cycle monétaire ces derniers temps et d'intervention des banques centrales. Donc, la messe est dite, hein, c'est écrit noir sur blanc. Nous sommes dans un nouveau cycle monétaire à présent. Absolument Ali. Donc c'est vrai que sur les derniers webinaires qui ont été organisés, on a beaucoup parlé de remontée des taux d'intérêt. Et là, on est en train d'entrer, on rentre actuellement dans une nouvelle phase de ce cycle monétaire, dans un nouveau cycle monétaire où les banques centrales ont commencé, pas toutes, mais certaines d'entre elles, et c'est quelque chose qui va se propager à l'échelle internationale, dans un nouveau cycle monétaire avec des baisses de taux d'intérêt qui sont annoncées. La raison ou le facteur qui rend possible cette détente monétaire, cette baisse de taux de la part des banques centrales, c'est naturellement le ralentissement de l'inflation. Si les banques centrales ont monté leurs taux sur les 3 dernières années, c'était justement pour lutter contre ce dérapage inflationniste qui a surpris la plupart des banques centrales, qui nous a même surpris nous en tant qu'investisseurs. On n'était pas du tout habitué à un contexte de dérapage inflationniste quasiment depuis 40 ans. Et c'est vrai qu'entre l'épisode Covid, mais également la guerre en Ukraine qui a provoqué effectivement la crise énergétique dont on a beaucoup parlé ces dernières années, eh bien, on a effectivement eu un dérapage inflationniste vraiment extrêmement important. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les choses se normalisent. On le voit au niveau de ce graphique, que ce soit aux États-Unis, au niveau de la zone euro, au niveau du Royaume-Uni, mais dans la plupart des pays, on a souvent commenté effectivement aussi le fait qu'en Suisse, l'inflation a peu dérapé, et ça fait déjà un moment qu'il est vraiment rentré dans la cible, dans la zone de confort visée par la Banque nationale suisse. Eh bien, dans tous ces pays, malgré quelques doutes, et on a souvent commenté ces doutes, notamment aux États-Unis, on avait l'impression que l'inflation tardait à ralentir. Ce que l'on constate, c'est que dans la quasi-totalité de ces pays, on a un ralentissement de l'inflation et ce ralentissement semble devoir se poursuivre. Donc, la mission de la Banque centrale, elle a été atteinte, elle a été accomplie, à savoir qu'elles ont monté les taux d'intérêt pour lutter contre ce dérapage inflationniste. Et aujourd'hui, cette mission a porté ses fruits. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'elles n'ont pas cassé l'économie, donc il n'y a pas eu trop de dégâts économiques qui peuvent survenir effectivement au moment où on monte les taux d'intérêt, parce que monter les taux d'intérêt, ça ralentit l'inflation, mais ça ralentit également l'économie, au point que parfois, lorsque les banques centrales se lancent dans une remontée des taux d'intérêt, elles provoquent une récession économique. On se rappelle 2008 justement. On se rappelle 2008, absolument. On y a échappé cette fois-ci, on a eu un gros ralentissement, et avec cette détente monétaire qui a débuté, la Banque nationale suisse a été la première banque centrale qui a commencé à baisser ses taux. Elle a été suivie depuis par d'autres banques centrales, notamment la Banque du Canada, la Banque de Suède. Et
tout récemment également la Banque centrale européenne. Et Mhm. ça, c'est un mouvement qui va se prolonger. On voit ici effectivement donc ce à quoi je faisais allusion sur ce graphique. La première banque centrale qui a baissé ses taux d'intérêt, c'est le trait tout en bas, c'est la Banque nationale suisse. Déjà deux baisses, alors que la Banque centrale européenne a baissé une seule fois pour l'instant, à la fin du mois de juin. C'est un processus qui va se répandre, qui va se poursuivre à l'échelle internationale. Donc on va assister à cette détente, cette fameuse détente de la politique monétaire Mhm. de manière quasi synchronisée à l'échelle mondiale. Alors on ne s'attend pas à un grand cycle de baisse de taux, à un grand cycle de détente monétaire. D'accord. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas eu de grande casse économique. On n'a Mhm. pas, des banques centrales n'ont pas provoqué une crise économique, une récession et encore moins une crise financière. C'est dans ce contexte-là, habituellement, que les banques centrales, on va dire, adoptent des politiques d'urgence, Mhm. où on baisse massivement les taux et rapidement les taux. Aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte où les banques centrales constatent que l'économie ralentit certes, mais va pas si mal, et qu'il n'y a pas d'urgence à baisser, à couper les taux D'accord. massivement et rapidement. Donc, c'est une normalisation des politiques monétaires Mhm. qui va se faire de manière relativement progressive au cours des prochains trimestres. Probablement qu'en Europe, les taux vont encore baisser. La Banque nationale suisse peut encore un peu de marge de manœuvre pour baisser ses taux d'intérêt, mais les yeux aujourd'hui des investisseurs sont plutôt tournés du côté des États-Unis. C'est la prochaine grande banque centrale dans le monde qui doit déclencher sa détente de politique monétaire, Oui. et ça interviendra probablement vers la fin de l'année. Possiblement aussi, on reviendra dessus après les élections, etc. Donc, il y a Absolument. effectivement une actualité autour des États-Unis qui est très importante. Nouveau cycle économique, donc nouveau cycle conjoncturel également, finalement, si je comprends bien ce que tu nous dis. Absolument. Donc, pour les marchés financiers, c'est vrai que la politique monétaire et le cycle économique, c'est vraiment ce qui guide les marchés financiers. Ouais. Et là, on a clairement un alignement favorable au niveau des planètes. Mhm. Donc, premièrement, effectivement, détente des politiques monétaires, ça, c'est quelque chose qui est favorable. Ça va permettre, effectivement, de soutenir un redressement économique à venir. Et donc, l'économie, là aussi, donc alignement des planètes, ça, c'est quelque chose qui devrait, effectivement, se diriger dans le bon sens. Après, il n'y a pas toutes les planètes qui sont alignées. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a quelques, effectivement, planètes qui font défaut, quelques ombres au tableau, mais c'est vrai que d'un point de vue économique, on doit s'attendre, après ce ralentissement que j'ai mentionné, avec cette détente des politiques monétaires, les baisses de taux qui ont déjà débuté dans certains pays, qui vont se poursuivre et qui vont se globaliser de manière assez synchronisée à l'échelle mondiale, on doit s'attendre effectivement à à un redressement économique. Un redressement économique, effectivement. Donc, la conjoncture, finalement, en Suisse, là, on a l'indice des directeurs d'achat. On est dans des zones proches des 5 ans, donc on a une normalisation, comme tu l'indiquais. Là où la détente monétaire doit avoir le plus d'impact, c'est en Europe, mais également en Suisse. Mhm. C'est là où on a eu le ralentissement le plus prononcé. Ouais. On sait pourquoi, hein, on est beaucoup plus proche de la guerre en Ukraine. Mhm. On a eu un impact au niveau de la crise énergétique beaucoup plus important que dans d'autres pays du monde. On pense notamment aux États-Unis ou bien à l'Asie. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est reflété effectivement dans les indicateurs. Ces indicateurs, c'est des sondages auprès de directeurs d'entreprise ou directeurs d'achat. Généralement, on considère qu'au-dessus de 50, on est en phase d'expansion. Mhm. Au-dessous de 50, on est en phase de contraction. Et on constate que aussi bien au niveau des services qu'au niveau du secteur Mhm. manufacturier, on a une économie suisse qui est plutôt à ralentir, qui souffre et qui a besoin effectivement d'un stimulus pour se sortir de cette ornière et réaccélérer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été effectivement identifié par la Banque nationale suisse, qui a Mhm. déjà débuté effectivement cette relance. Mais cette détente monétaire, elle est nécessaire ailleurs. Ouais. Donc en Suisse, c'est le cas. En Europe, elle a commencé. Aux États-Unis, probablement qu'on a besoin, parce que même si l'économie américaine a très très bien tenu sur les 2 dernières années,
n'a quasiment pas ralenti. Ça, c'était vraiment une grande surprise pour la plupart des investisseurs. On a eu une économie, une croissance économique qui a réussi à se stabiliser aux alentours de 2,5% de croissance chaque année, donc un niveau tout à fait décent. Mais on constate effectivement que sur les différents cylindres qui animent le moteur économique américain, il y a quelques cylindres qui commencent à connaître des ratés. Donc, il y a notamment un cylindre qui a bien fonctionné sur les dernières années, c'est les dépenses des autorités, les dépenses gouvernementales, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou des autorités locales, au niveau des États. Et on constate effectivement que ce qui est assez traditionnel, à la veille d'une réélection, souvent le parti au pouvoir, le gouvernement au pouvoir a tendance effectivement à lâcher un petit peu les cordons de la bourse pour effectivement soutenir l'économie dans le but de se faire réélire. On constate que c'est quelque chose qui a été utilisé par l'administration actuelle et que on doit s'attendre à un ralentissement des dépenses économiques sur les prochains trimestres. Donc ça, effectivement, ça peut accentuer un certain ralentissement qui est déjà assez manifeste au niveau des États-Unis. Et puis l'autre moteur l'autre cylindre important de l'économie américaine, du moteur économique américain, c'est la consommation privée, la consommation des ménages. Donc pour l'instant, elle se maintient bien, mais là aussi, on voit quelques petits craquements, notamment au niveau du taux de chômage, qui reste encore à l'échelle historique, relativement bas, aux alentours de 4%. Mais on voit que sur les derniers mois, ce taux de chômage a eu tendance à remonter progressivement. Donc, à la marge, ça peut effectivement susciter une certaine inquiétude au niveau des ménages qui peut-être peuvent s'inquiéter effectivement de la solidité de leur poste de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement devra être suivi, mais qui sans doute pointe effectivement sur la nécessité d'avoir une relance monétaire de la part de la Banque centrale américaine. On constate, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle européenne, le taux de chômage ne rebondit pas. Donc on a un taux de chômage qui certes est plus élevé qu'aux États-Unis, mais qui est relativement stable. Et donc là, on a un comportement assez positif du marché de l'emploi qui a peu souffert ces derniers temps. Tu parlais effectivement de la consommation des ménages, niveau un peu plus global. Effectivement, alors malheureusement avec la pandémie, les conflits qui sont actuellement en cours autour du globe, globalement, on est quand même plutôt positif. Alors, c'est vrai que la consommation des ménages a beaucoup souffert de ces différentes crises dont on a parlé, et notamment la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Sur le graphique, c'est surtout à ce moment-là où on voit que la confiance du consommateur décroche. Quelque part, durant le Covid, elle s'est maintenue relativement bien. Il y a un petit décrochage. C'est surtout cette guerre en Ukraine, crise énergétique, le choc inflationniste qui effectivement a impacté la confiance des consommateurs de manière beaucoup plus importante. En Europe, on le constate, c'est le trait rouge par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis. Donc l'impact était beaucoup plus fort. Ce que l'on constate, c'est que le niveau de confiance, le moral des consommateurs n'est pas retourné au niveau antérieur à la guerre, au niveau antérieur à la crise du Covid. Donc, mais c'est une confiance qui se redresse progressivement et qui, naturellement, devrait pointer sur une réaccélération des dépenses de consommation. Pour l'instant, ce redressement des dépenses de consommation est relativement timide encore en Europe. Ça s'était relativement bien tenu aux États-Unis, mais on doit s'attendre probablement à une réaccélération de ce côté-là. Ce d'autant que les ménages sont relativement peu endettés. On se souvient que lors de la crise de 2008, on le voit ici, que les ménages dans certains pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, c'est surtout dans les pays du Sud où l'endettement des ménages était beaucoup trop important. On constate que dans la plupart de ces pays qui ont pas mal souffert de la grande crise financière de 2008-2009, on constate que les ménages se sont passablement désendettés. Et là, ça veut dire que les ménages, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, enclenché par les banques centrales, notamment en Europe, répercuté aux consommateurs par les banques commerciales, on peut s'attendre effectivement à un redémarrage de la consommation des ménages durant les prochains trimestres. Donc, globalement, ce que l'on constate, c'est que
même si l'amélioration n'est pas sensible, mais à la marge, on a quand même une amélioration de la plupart des indicateurs avancés de l'économie. Donc les indicateurs qui nous disent dans quelle direction va l'économie dans les différents pays et à l'échelle mondiale, et on a la plupart du temps effectivement un redressement de ces indicateurs qui nous laisse penser effectivement que on a cette détente monétaire et on a un nouveau cycle économique qui débute avec une réaccélération qui va se confirmer dans les prochains trimestres et probablement de manière plus certaine l'année prochaine. Donc effectivement, par rapport à ce que tu nous évoques, les indicateurs sont là, c'est factuel, hein, on est plutôt vers une orientation positive des développements. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à observer, il y a pas mal de risques qu'on observe. Tu vas effectivement les détailler, les élaborer un peu plus pour nous. On l'a évoqué tout à l'heure, un des premiers risques qu'on observe, c'est parmi les risques politiques, c'est l'élection aux États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est vrai que on parlait des planètes qui s'alignent progressivement. S'il y a quelques planètes qui ne s'alignent pas, c'est surtout dans le domaine de la politique. Nous, depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on guettait l'élection présidentielle américaine du mois de novembre comme la principale, la principale échéance électorale de cette année. On a vu on a eu une petite surprise du côté européen, même si les élections européennes n'ont pas constitué vraiment une grande révolution par rapport à ce qui était attendu. C'est vrai que la dissolution de l'Assemblée nationale française, c'était un vrai choc, une vraie surprise. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que si on s'attelle effectivement à regarder ce qui se passe outre-Atlantique, l'élection américaine, c'est quelque chose qui clairement va avoir un impact probablement, en tout cas temporaire, sur l'économie, mais probablement aussi sur les marchés financiers. Ce qui se dessine, il y a eu effectivement un débat la semaine dernière entre les deux figures qui se présentent pour cette élection américaine, donc Donald Trump et Joe Biden. Ce débat s'est très mal déroulé pour le candidat en place, donc le président en place, Joe Biden, et on voit que au niveau des projections en termes de probabilité de succès à cette échéance électorale, clairement, on a une très très grande avance de la part de Donald Trump qui a remporté ce débat haut la main. Alors ça peut occasionner quand même, on le voit donc dans la presse américaine, il y a pas mal de discussions sur un éventuel retrait de Joe Biden en faveur de quelqu'un d'autre au sein du Parti démocrate. On n'y est pas encore. Il faudra guetter de près ce qui va sortir de la convention du Parti démocrate qui a lieu au mois d'août, mais en l'état, dans un contexte d'opposition de Joe Biden et de Donald Trump, c'est clairement Donald Trump qui semble devoir être réélu au mois de novembre avec les différentes implications que cela peut avoir. On sait à quel point donc le premier mandat de Donald Trump, c'est quelque chose qui était plutôt positif pour l'économie américaine, mais quand même avec des répercussions extrêmement importantes à l'échelle internationale, notamment en termes de guerre commerciale. On peut probablement s'attendre à un contexte relativement similaire. Dans le cadre du programme de Donald Trump, on a effectivement une augmentation effectivement du protectionnisme des États-Unis, au niveau des États-Unis, et avec des mesures relativement sévères qui seraient prises en termes de tarifs douaniers à l'égard notamment de la Chine, mais pas uniquement la Chine. Donc l'Europe serait également concernée. Donc forcément, ça c'est un risque politique qui effectivement semble poindre vers la fin de l'année. Il y en a un autre qui vient effectivement de survenir plus rapidement. Je l'évoquais en France. Alors c'est vrai que le résultat du premier tour semble quelque part écarter les scénarios les plus pessimistes. Avec le scénario qui se dessine, ce serait une majorité relative et pas une majorité absolue, ce qui fait que le parti qui remporterait cette élection législative
qui clairement, c'est le Rassemblement national qui est en tête, comme on l'a tous observé donc, lors de ce premier tour, ce parti qui arriverait au pouvoir n'aurait pas les coulées franches pour mettre en place un programme de dépenses extrêmement important. Et on sait à quel point, au niveau des finances françaises, Ouais. on a souvent commenté ces derniers temps qu'on a eu un dérapage assez sensible du déficit budgétaire, pas mal de doutes, pas mal de questions quant à la capacité du pays à re-rentrer dans les clous européens, hein, donc en termes de déficit budgétaire et de niveau d'endettement du gouvernement. C'est clair que avec un parti extrémiste et un programme extrêmement expansionniste, ce serait encore plus difficile de rentrer dans les clous. Ce qui se dessine, c'est une situation un peu de blocage, avec probablement un gouvernement qui n'a pas une majorité absolue, qui peut difficilement, effectivement, laisser complètement filer le déficit budgétaire. On sera fixé par rapport à cela au lendemain du deuxième tour et probablement dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que l'on est informé des contours du prochain gouvernement. Mais donc, effectivement, les risques politiques qui vont animer probablement le deuxième semestre de cette année, alors qu'on a eu un premier semestre qui, avec très peu d'échéances électorales, où effectivement, ce qui a animé plutôt l'agenda, c'était surtout les orientations des banques centrales et les indicateurs économiques. Merci beaucoup, Daniel. Donc, effectivement, d'un point de vue cycle économique, banque centrale, on est face à un nouveau cycle, plutôt positif devant nous. Le cycle conjoncturel, il y a des éléments de risque surtout politique à observer, mais on est plutôt une bonne conjoncture devant nous, en tout cas une conjoncture en amélioration lorsqu'on regarde les différents indicateurs. Donc tout cela me donne envie d'arriver à la conclusion que devant les marchés, on a également un bon cycle qui est devant nous, en plus des bonnes performances qu'on a eues, ne serait-ce que depuis le début de l'année. Est-ce que c'est juste? Où est-ce qu'on en est par rapport au marché maintenant? Alors c'est vrai, historiquement, je parlais de l'alignement des planètes. Historiquement, détente monétaire, réaccélération économique, c'est quelque chose qui est positif pour le marché financier. Si on commence par le marché obligataire, traditionnellement, le marché obligataire réagit positivement à un processus de détente de la politique monétaire. Baisse de taux d'intérêt, baisse de taux d'intérêt augmente. Tout à fait. Exactement. On le voit, ça c'est aux États-Unis, mais on a quasiment les mêmes observations sur tous les marchés obligataires. Lorsqu'on est dans une phase de détente de la politique monétaire, généralement, on a un marché obligataire qui a tendance à progresser. Après 2 années très compliquées au niveau du marché obligataire américain, mais également mondial, c'est vrai qu'un redressement des prix et des cours obligataires, ce serait quelque chose de positif pour les portefeuilles. Ce que l'on constate, c'est que cette fois-ci, on a un certain retard à l'allumage. On le voit, le trait rouge, on constate que les performances, pour l'instant, alors que la Réserve fédérale américaine a cessé de monter les taux, qu'elle se prépare à bientôt baisser les taux d'intérêt, on a un certain retard à l'allumage. Les performances obligataires, pour l'instant, sont décevantes. Mais si l'histoire a tendance à se répéter, si l'histoire est un guide, on devrait quand même avoir, sur les prochains mois, un marché obligataire qui délivre des performances positives. Et puis, qui dit détente des taux, donc baisse des taux courts par la Banque centrale, baisse des taux longs de manière assez naturelle dans un contexte effectivement général de baisse des taux, bien habituellement, ça c'est un contexte positif pour les bourses. Donc sur ce graphique, en fait, on voit la corrélation en fait entre les mouvements que l'on a sur les taux longs et l'évolution des multiples, les valorisations boursières. Ce que l'on constate, c'est que donc le cadran à droite, en bas à droite, on est dans une situation où les taux longs montent. Quand on a des taux longs à 10 ans qui ont tendance à monter, ça généralement, ça pénalise les valorisations boursières et les bourses ont tendance à souffrir durant ces périodes-là. Au contraire, lorsqu'on est dans une phase où les taux ont plutôt tendance à baisser, les taux longs ont tendance à baisser, là c'est généralement une situation où on a des valorisations qui augmentent, des multiples boursiers qui ont tendance à progresser, et ça c'est ce qui se trouve dans le cadran supérieur à gauche de ce graphique. Donc on rentre progressivement effectivement
dans ce cadran. Ouais. Alors la bourse a tendance à anticiper, hein. Le simple fait qu'on ait des taux qui se sont stabilisés depuis, en gros, depuis l'automne de l'année dernière, Mhm. déjà on est dans un contexte où les valorisations ont tendance à progresser. C'est ce que l'on observe effectivement avec le point jaune Tout à fait, ouais. qui effectivement représente l'évolution durant les 6 derniers mois. Mhm. Donc un contexte plutôt positif. Mais on en revient bien entendu effectivement Au risque qu'on au observe, risque que l'on tout à observe. fait. Donc ce graphique est intéressant, ça montre effectivement, c'est un indice qui mesure le niveau d'incertitude sur le commerce international. Ouais. Sans grande surprise, on est sorti avec la première présidence de Donald Trump de quasiment 40 ans d'absence de surprise pour le commerce international. Mhm, mhm. Les surprises étaient plutôt positives. L'OMC, la globalisation, on allait plutôt dans un sens positif. Ouais. Et puis on a effectivement observé durant les années 2018, 2019, une tension extrêmement importante entre les États-Unis et les différents partenaires économiques. Et ça a effectivement occasionné beaucoup d'incertitudes à l'échelle mondiale au niveau du commerce. Quand il y a incertitude, forcément, ça a des conséquences. Les entreprises ont tendance à moins investir Oui, parce qu'il y a trop d'incertitudes, elles ne savent bien pas sûr, ouais, si ouais. elles vont pouvoir rentabiliser leurs investissements. Donc, c'est des impacts qui peuvent être relativement notables. Dans ce contexte relativement troublé, Oui. effectivement, il y a un marché action qui a tendance habituellement à sortir un peu du lot. C'est le Mhm. marché suisse. Il y a une cote avec clairement un caractère assez défensif. Oui. On a de très grandes sociétés cotées en Suisse qui sont très tournées sur le commerce international, mais vraiment avec des poids lourds de la cote qui sont dans des secteurs d'activité relativement défensifs. Et habituellement, c'est vrai que le caractère défensif de la bourse suisse fait que ce marché se traite avec une certaine prime par rapport aux valorisations boursières à l'échelle mondiale. Cette prime est aux alentours habituellement en moyenne de 7%. Ouais. Et dans des contextes un peu plus troublés, un peu Mhm, plus mhm, mhm. difficiles, on peut regarder par exemple durant le Covid Ouais. ou au moment de la correction boursière de 2022, cette prime de risque favorable au marché suisse a tendance à augmenter. On est plutôt aux alentours de 15% Mhm, environ. mhm. Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, cette prime a été totalement disparue. Ouais. On a un marché suisse qui n'est pas plus cher que les bourses mondiales en moyenne. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qui est intéressant. Il nous semble que si le deuxième semestre devrait s'annoncer un peu plus volatile, un peu plus agité, Ouais. la bourse suisse euh, pourrait clairement tirer profit d'un contexte un peu moins favorable. Tu parlais de la bourse suisse, on va également parler du franc suisse. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'euro suisse, après la baisse importante qu'on a eue? Alors c'est vrai que euh, lors du dernier webinaire, on avait mentionné qu'il nous semblait qu'avec l'avance qui avait été prise par la Banque nationale par rapport à la Banque centrale Mhm, européenne, une avance sans doute qui serait maintenue par la Banque nationale pour mhm. effectivement le message qui était envoyé par la Banque nationale, hein, donc entre les lignes, c'est qu'il y avait une volonté de déprécier le franc suisse Ouais, pour assurer la relance économique qui est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure tout à fait, ouais. sur le graphique qui mentionnait le contexte économique en Suisse. Clairement, on avait le sentiment que l'euro contre le franc suisse pouvait rebondir en direction de 1,05, Mhm, mhm. éventuellement 1,10. C'est vrai que ce contexte troublé, donc avec ces échéances électorales, avec une situation, pas mal de doutes au niveau de la situation de la France sur l'avenir ces prochains mois du contexte européen, c'est vrai que c'est quelque chose qui clairement joue pas en faveur d'une dépréciation supplémentaire du franc suisse. Ouais. Seul autant que d'un point de vue théorique, hein, donc on l'a peut-être déjà mentionné dans le cadre de ce webinaire, c'est vrai qu'au niveau des monnaies, on fait souvent référence à ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat. Mhm. C'est une mesure qui permet effectivement de déterminer la valeur théorique entre deux monnaies, basée sur la comparaison entre, on va dire, deux paniers de consommation, Mhm, entre deux mhm. paniers de prix. Et ce que l'on constate, c'est que, en fait, la valeur théorique définie par cette théorie donc, de parité des pouvoirs d'achat, Oui. c'est le trait en rouge sur ce graphique-là.
Ce que l'on constate, c'est que, en fait, la valeur théorique, si on remonte 20 ans en arrière, de l'euro contre le franc suisse, c'était de 1,25. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a 10 ans, on était plutôt aux alentours de 1,15. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 0,95, 0,96. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une économie suisse qui a tendance effectivement à s'adapter à la force du franc suisse. Ce qu'il y a aussi, ce que ça veut dire également, c'est que le fait que l'inflation en Suisse sur les 10, 20, 30 dernières années a été de manière systématique inférieure à l'inflation que l'on avait dans les pays voisins de la Suisse, donc en Europe, ça a permis à l'économie suisse quelque part de maintenir sa compétitivité par rapport à nos voisins. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde ce graphique, eh bien, on constate que le franc suisse n'est pas tant surévalué que ça. Donc, d'un point de vue fondamental, on peut certes rebondir en direction encore de 1,05 à 1,10, mais c'est vrai que d'un autre côté, on a ces incertitudes politiques qui semblent plutôt aller dans le sens contraire, avec, en fonction des annonces, on peut avoir à nouveau des périodes, sans doute temporaires, où le franc suisse s'apprécie, retourne revisiter les plus bas de l'euro suisse que l'on a mesuré en début d'année aux alentours de 0,92, 0,93, voire même en dessous. Merci beaucoup, Daniel. Donc, au final, dans ce contexte-là, on est plutôt positif sur les marchés, plutôt positif sur les marchés actions également, positif sur les obligations. Donc, finalement, il n'y a pas énormément de changements ce trimestre par rapport à la politique qui a été adoptée jusqu'à présent. C'est ça. Si on veut résumer, donc là, on revient effectivement sur la question des planètes et l'opposition des masses, etc. C'est vrai qu'on a vraiment des forces qui s'opposent en ce moment. Donc, le cycle monétaire, le cycle économique reste quelque chose, un contexte favorable. Favorable pour les marchés financiers, à plus forte raison pour les actifs risqués comme les actions et donc les bourses. Mais d'un autre côté, on a cette force contraire, effectivement, cette force qui s'oppose avec ces incertitudes politiques qui probablement vont monter en intensité durant le deuxième semestre. Donc, un contexte favorable, mais probablement beaucoup plus volatile, beaucoup plus incertain. Donc c'est vrai qu'après un premier semestre qui a été très positif pour les bourses, on doit s'attendre un petit peu plus de volatilité sur les bourses durant le deuxième semestre. Un potentiel positif, mais probablement moindre et plus agité que durant le premier semestre de cette année. Ce qui nous amène effectivement à, on va dire, à prendre quelques mesures pour prendre quelques bénéfices, réduire un petit peu renforcer le caractère défensif de nos portefeuilles. Donc l'idée, c'est de réduire un tout petit peu à la marge les actions, une première fois. C'est pas exclu que dans le courant de l'été, au fur et à mesure qu'on s'approche effectivement de l'échéance électorale américaine avec le lot d'incertitudes que ça va amener, c'est pas exclu qu'on réduise encore un petit peu la voilure au niveau des bourses, mais donc c'est une première mesure. On réduit un tout petit peu le poids des actions à la marge, c'est 1% de moins. On réduit pour un portefeuille balancé en francs suisses, on réduit 1% aux États-Unis, on prend des bénéfices. On réduit 1% en Europe, on prend là aussi des bénéfices dans un contexte assez troublé d'un point de vue politique. Et par contre, on renforce les actions suisses qui clairement sont surpondérées dans nos portefeuilles pour effectivement jouer éventuellement ce rattrapage de la cote suisse et ce côté vraiment défensif. Et dans le même temps, là aussi, pour renforcer le côté défensif de nos portefeuilles, réduire le risque de change potentiel qui peut être amené par ces différentes échéances électorales, on réduit également l'euro, le poids de l'euro dans les portefeuilles, et là, c'est une réduction de l'ordre de 3%. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Daniel. On a quelques questions qui sont arrivées, il est déjà 12h05, donc je propose qu'on en prenne une ou deux. Malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions dans le temps imparti. Il y a une question qui est arrivée qui concerne, alors toujours le marché suisse, mais l'immobilier, sachant qu'effectivement, on en a un petit peu dans les portefeuilles. En une minute, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'immobilier dans le contexte actuel, qu'il soit conjoncturel ou au niveau des taux d'intérêt? L'immobilier suisse, donc toujours possible dessus, il n'y a pas de changement aujourd'hui dans la location.
Alors, pas de changement, plutôt positif, parce qu'effectivement, une détente des taux d'intérêt, habituellement, c'est quelque chose de favorable. Mhm. Favorable pour le marché immobilier, on va dire sous-jacent. Hein, Ouais. la valeur des immeubles, clairement, a peu souffert de la remontée des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse sur les 3 dernières années. Euh, Tout simplement parce qu'il y a un contexte fondamental qui est assez positif, Ouais. toujours un sol migratoire important, un taux de vacances relativement faible, donc les Mhm. Mhm. valeurs immobilières se sont maintenues. On peut penser, on peut imaginer effectivement qu'avec cette baisse des taux d'intérêt, cette baisse des taux hypothécaires, eh bien, les valeurs immobilières seront plutôt orientées à la hausse. Nous, c'est vrai que dans les portefeuilles, on investit au travers de fonds immobiliers. Ces fonds immobiliers avaient beaucoup souffert en 2022, se sont redressés un petit peu l'année dernière. On a des agios qui sont en train de se reconstituer. Il Mhm. nous semble que c'est encore une classe d'actifs, si on peut parler de classe d'actifs, Ouais. qui reste encore positive. Habituellement, donc, dans le cadre de baisse de taux hypothécaires, on a des agios, des primes sur les valeurs nettes d'inventaire de ces fonds immobiliers qui ont tendance à progresser. Donc, un contexte assez favorable pour les fonds immobiliers suisses. Super, merci beaucoup Daniel. Une dernière question, vu qu'il est déjà midi 6. En quelques mots, est-ce qu'il y a une préférence, que ce soit au niveau de certains pays ou au niveau mondial, d'un point de vue sectoriel, avec les éléments qu'on a évoqués, les différents risques que tu as évoqués, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on privilégie et d'autres moins à ce stade? Alors, c'est vrai que si on se tourne vers l'actualité récente, notamment en Europe, et on a assisté effectivement, on a vu qu'on a coupé un petit peu notre exposition européenne, Mhm. notamment sur la France, c'est clair que dans ce contexte un peu troublé, où potentiellement on peut avoir une certaine tension Oui. partout ailleurs, les rendements aux États-Unis devraient baisser, mais c'est clair qu'en Europe, le risque face à ce contexte un peu troublé au niveau politique, c'est qu'on ait les primes de risque Ouais. au niveau des pays européens, au niveau des taux européens Mhm. qui se Mhm. tendent un petit peu, notamment en ce qui concerne la France. Ouais. Donc là, on peut imaginer que tous les secteurs d'activité qui sont sensibles à une remontée des taux d'intérêt D'accord. soient éventuellement pénalisés par Mhm. cela. Mhm. Donc on Mhm. aurait tendance à dire, dans le contexte européen, notamment français, les banques, ce qu'on appelle les services, les services publics, Ouais. donc ce que les anglo-saxons appellent les utilities, Mhm. ça Mhm. c'est plutôt quelque chose qu'on aurait tendance à sous-pondérer. Ok. Par contre, c'est vrai que la consommation, Mhm. probablement, c'est quelque chose qui va profiter Bien sûr. du nouvel essor de consommation à l'échelle planétaire. On peut imaginer que la technologie, même si elle a quand même passablement monté, probablement on doit assister à un marché qui doit consolider, qui doit reprendre son souffle. Mhm. Mhm. La technologie reste probablement relativement bien orientée Ouais. pour continuer à profiter effectivement de l'essor de ces nouvelles tendances dont on parle beaucoup, notamment l'intelligence artificielle et l'automatisation et la robotisation. Super, merci beaucoup Daniel. Et bien évidemment, je précise si nécessaire, l'importance de la diversification lorsqu'on parle de géographie, de secteur ou même de titre, hein. Toujours très très important, même si ça paraît être une évidence. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement, elles ont été nombreuses, mais on est à votre disposition, à votre conseil, votre conseillère également par la suite. Et puis bien sûr, vous pourrez retrouver ce webinaire et toutes les informations directement en ligne sur notre site web. Daniel, merci beaucoup. Merci Ali, Merci à toutes et à tous pour votre participation et excellente journée. bonne journée.